Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast. Oh, j'adore faire ces émissions NutriCast, rien que la petite musique. Certains disent qu'elle est mythique, non personne à part moi. J'adore moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. NutriCast que vous écoutez également sur Nutri Radio, merci. NutriCast étant la première plateforme de podcast consacrée à la micronutrition, à la phytothérapie. Ça fait 6 ans, on a démarré ça, on dit mais qu'est-ce qui nous fait ? Ben voilà, c'est parti, après Nutri Radio, après Boom, Nutri TV, Nutri Ciné, Nutri Space, Nutri Space. Bon, faut pas être dans l'exagération. Nous sommes heureux d'accueillir régulièrement sur cette antenne des passionnés, des gens qui ont une mission, c'est transmettre un savoir pour être dans une meilleure compréhension de la santé et surtout dans une phase préventive. On adore ça, bien évidemment. Et elle est là, elle a son petit cœur accroché sur le porte-manteau. Au-dessus, il y a un dessin de petit cœur. Elle met son manteau là sur le porte-manteau, si vous pouvez visualiser. C'est Alexia Manarino, experte en communication scientifique chez NHCO, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexia. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Ça va Alexia ? Bah oui, très bien. Bon, ravi de vous accueillir une nouvelle fois, mais vous venez vraiment quand vous voulez. D'ailleurs, vous qui êtes expert, vous qui avez du savoir à partager, qui nous permet d'être en meilleure santé, de s'éclater dans la longévité, eh bien, venez sur cette antenne, évidemment. Alors attention, par contre, c'est de l'évidence base médecine. Hein. C'est pas, j'ai fait 3 incantations, je me sens mieux. Venez, non. Même si on respecte toutes les croyances, mais là, on essaie quand même de s'appuyer sur la science, bien évidemment, pour démontrer d'ailleurs tout l'intérêt de ces actifs de santé naturelle, comme ça qu'on y arrive. Parce que, et finalement, la science, souvent, elle valide des usages empiriques. Et c'est ça qui est fort. Moi, j'adore. Oui, mais du coup, c'est un fait. La science valide beaucoup d'usages empiriques, mais il y en a aussi pas du tout. Exactement. Mais c'est là où c'est intéressant de toujours être au fait de la littérature. Ouais, vous avez bien raison. Alors, on va parler, j'espère que vous avez bien préparé cette émission, mais je n'en doute pas, et que vous avez passé en revue les dernières études, les analyses, les méta-analyses, les cohortes, que sais-je encore, pour évoquer ce sujet. On en parle souvent, mais c'est normal, on passe un tiers de notre vie à ça. C'est à... Non, attention, chers auditeurs, je vous vois arriver. Pas d'idée mal placée. À dormir. Le sommeil, c'est important. Et plus ça va, j'ai l'impression que moins on dort bien. Je sais pas vous, on est perturbé, on se réveille la nuit. Et puis le moteur qui repart. Et puis on dort plus court. Et on a un cycle... des fois on se couche à minuit. Des fois à 23h. Des fois 22. Enfin... le sommeil, c'est un peu le parent pauvre, j'ai envie de vous dire, de notre vie. C'est comme si c'était accessoire. Complètement. Et donc c'est pour ça que je voulais prendre le temps de revenir avec des mots très simples en fait sur le sommeil, puisque ça fait partie vraiment de la base de la vie, tout comme ce qu'on va manger, tout comme tous les bons conseils en fait qu'on va chercher à promouvoir quand on s'intéresse à la micronutrition, à la santé. Et ben en fait on doit s'intéresser au sommeil, on doit s'intéresser à l'alimentation, on doit s'intéresser à l'activité physique. Enfin, c'est des bases. Donc, c'est pour ça on va prendre le temps de parler de ce manque de sommeil que, oui, on voit beaucoup trop. Alors, les conséquences d'un manque de sommeil, Fabrice, je pense que on peut tous en témoigner. Hein, on a l'impression d'avoir un temps de réaction beaucoup plus lent, donc un manque de vigilance, un manque de concentration, de mémoire, on est plus irritable. On est aussi plus malade. Hein, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste de se balader pieds nus qui font qu'on va tomber malade, mais c'est bien de moins dormir. Donc on est plus sensible finalement au virus à ce moment-là. Un manque de sommeil multiplie par 4 le risque de contracter une rhinite infectieuse, un rhume. Hein. Mais sur le plus long terme, un manque de sommeil, c'est aussi plus de risque de maladie. Avec de la prise de poids, ça peut entraîner un dérèglement de l'équilibre hormonal au niveau de la leptine et de la gréline, donc faire des grignotages. Ça, c'est ce qu'on voit aussi pas mal dans tout ce qui est ceux qui ont un travail posté ou vous voyez, ces horaires décalés. Posté qui travaille à la poste, vous voulez dire ? Non. Je suis obligé de la faire, pardon. Effectivement. Ah oui, il faut bien que je serve à quelque chose.
Donc voilà, il y a plein aussi de maladies long terme qui font que avec toutes ces carences, ces dettes de sommeil qu'on va accumuler, qui risquent de se développer, diabète, maladie cardiovasculaire, parce que ça fait une inflammation de bas grade qui s'accumule et in fine, peut-être, ça peut dériver sur des maladies un petit peu moins plus grave, chroniques, oui. plus grave, voilà, exactement. Je reviens même pas. Ça, c'est un peu pour moi comme la vigilance. Bien sûr, si vous dormez moins, vous avez plus de risques d'accidents domestiques, professionnels, routiers. Ces chiffres, on les connaît, donc je reviens pas là-dessus. On en est où ? Donc là, je suis pas partie dans une étude de cohorte, je suis partie déjà pour l'épidémiologie sur un dernier sondage de IFOP, mars 2022, où on se rend compte que 8 Français sur 10 sont concernés par des réveils nocturnes, qu'ils dorment moins de 7 heures par nuit. Donc en fait, on se rend compte qu'on a en dette de sommeil 28% de dette de sommeil. C'est à peu près la dette de sommeil, il faut se dire, c'est 1 heure en moins que le besoin physiologique. Ça, pour le coup, c'est confirmé aussi par des études INSERM. Et si je parle pas juste de réveil nocturne, si on va vraiment se concentrer sur de l'insomnie, c'est 15 à 20% des personnes qui vont être concernées. Donc on a beaucoup de Français qui dorment mal, que ce soit des problèmes d'endormissement, de réveil nocturne, d'insomnie. Et on en a 1 sur 4 qui prend des somnifères ou autres médicaments. Donc on a 11% de somnifères, 13% de produits non médicamenteux, avec notamment en premier la mélatonine, qui en dessous des 2 mg va être en accès libre. Donc on voit bien que c'est une base de la vie, le sommeil, et pour autant, personne ne dort. On galère, on prend plein de choses. Ben oui, je vous dis, c'est devenu un petit peu accessoire. Tiens, si j'ai le temps, je dors, mais sinon, je vais continuer à étudier, je vais regarder ma petite série, je vais faire... il y a plein de... C'est fou quand même. Oui, on veut absolument... Vous qui sortez jusqu'à 5h du mat tous les jours. Tout à fait. Alors, c'est plutôt... Je passe en revue ma littérature scientifique, bien sûr, jusqu'à 5h du mat pour être toujours au plus juste dans les propos que je vais avoir lors d'une émission Nutri Radio. Non, mais trêve de blagues, trêve de plaisanterie. C'est important, voilà, de comprendre, d'essayer de tout faire pour mettre en place, avoir des bonnes nuits de sommeil. Et alors justement, parce qu'au-delà de, comme je dis, c'est le parent pauvre, on fait pas forcément attention, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de bien dormir. Mais oui. Pourquoi on dort mal si on essaie de tout faire bien? Pourquoi on dort mal? En fait, c'est pour ça que je veux en revenir sur la physiologie, parce que c'est toujours important pour comprendre le pourquoi ça va mal, de comprendre comment ça se passe quand déjà tout va bien. Et c'est après qu'on va pouvoir voir comment on peut faire le gap entre les deux. Donc, le sommeil, c'est une succession en fait de cycles. Souvent, on entend les trains de sommeil. Donc, c'est une succession de 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes. Et vous allez avoir différentes phases. 3 principalement. Vous avez le sommeil lent, léger. Là, c'est plutôt le moment en relaxation. Vous avez le sommeil léger, profond. C'est là où vous allez récupérer le plus. Et vous avez le sommeil paradoxal. Et c'est là où on fait les rêves. C'est là où, en fait, dans notre cerveau, il va y avoir tout l'enregistrement de la journée, le tri des infos de la journée, la consolidation de la mémoire, la maturation des apprentissages, la régulation des émotions. Et c'est là où, du coup, on repense à l'enfant. Et où on se dit qu'il est hyper important pour lui de dormir, parce que voilà, pour tout trier comme ça dans la journée, il faut lui laisser ce temps de sommeil. Ils vont avoir un sommeil plus long parce qu'ils vont faire plein de cycles avec beaucoup plus de sommeil paradoxal chez l'enfant. Donc voilà, ça va être important de bien en prendre soin. Et quand, en tant qu'adulte, on a cette énorme to-do list, on a cette série qu'on veut absolument voir, on a, peu importe la raison, on va se coucher plus tard, on va ronger à un moment donné sur ces cycles de sommeil, sur ces différentes phases, et c'est ça qui va être gênant. Alors ça, pour bien les connaître, en fait, c'est pas assez facile parce qu'il faut faire un électroencéphalogramme de sommeil. Donc ça, c'est ce qu'on va faire quand on est effectivement accompagné par un professionnel de santé et qu'on va aller faire cet examen qui va vraiment étudier l'activité électrique. Donc vous savez, ils mettent une sorte de
pas de casque, mais bon, vous avez plein d'électrodes et ça va permettre de suivre votre sommeil et ils vont enregistrer les ondes et c'est comme ça qu'ils vont repérer en fait de combien de cycles vous allez faire et comment sont ces différentes phases de sommeil lent léger, de sommeil léger profond, de sommeil paradoxal et qui vont vous aider finalement à aller identifier comment on va faire pour vous accompagner à mieux dormir. Voilà. Bien sûr, ça, c'est du monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a quand même, à l'échelle de la population, si j'en suis pas sur l'individu, à l'échelle de la population, il y a des besoins qui sont variables. Il y a des personnes qui sont plus lève-tôt. Il y en a d'autres qui sont plus couche-tard. Et on le voit, les décalages, on voit ces retards de phase. C'est pour ça que c'est intéressant parfois d'aller faire cette EGG, électroencéphalogramme de sommeil, voilà, pour identifier. Mais on le sait, il y a des gros, il y a des petits dormeurs. Les petits dormeurs, en fait, ils ont des phases de sommeil légers qui sont très courtes. Voilà, donc ce qui est important, encore une fois, c'est que mon sommeil ne sera pas le même que le sommeil du voisin. Donc ça, c'est déterminé par la génétique, par votre mode de vie, par l'âge, et c'est OK. Pour autant, il y a quand même des choses à faire. Voilà. Vous savez qu'il y a des agences de rencontres qui mettent en place ça, savoir si on est compatible au niveau sommeil. Et là, boum, ça match. Non, ça c'est un peu n'importe quoi. On va faire une petite pause. Alors, Alexia, elle ne dit pas du tout ce que je dis. Elle est pas là pour ça. Elle se dit, mais qu'est-ce que je suis... Non, mais voilà. Quelle est cette blague? Qu'est-ce que je vais en faire? Mais non, mais parce que vous dites, on n'est pas tous, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Donc c'est vrai que quand on a un partenaire ou une partenaire, parfois c'est pas évident. Quand on a l'autre qui dort, c'est 8 heures. Et nous, on a difficilement. Bon, bref. On sent que la vie est dure côté Fabrice. On réveille. Tu dors. On a tous dit, c'est une... Enfin, pourquoi il dort? Pourquoi elle dort? Tu dors? Alors, on marque une pause et on va revenir dans un instant. On abordera aussi, évidemment, ce qu'on doit faire pour améliorer le sommeil. Si vous êtes concerné, quelle est l'approche en termes de micronutrition, aussi en termes d'hygiène de vie. On le répétera jamais assez, mais c'est important de le faire régulièrement. Donc, on se retrouve juste après ceci. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La reprise de cette émission avec Alexia Manarino chez NHCO, qui est experte en communication scientifique. Merci d'être avec nous, Alexia. Vous nous parlez du sommeil aujourd'hui. Alors, on a fait un petit, dans cette première partie, une petite explication des causes de troubles du sommeil. On en parle souvent, mais c'est vraiment très important parce que on est concerné et la répétition, c'est bien en sachant que selon les experts, les recommandations, elles convergent, mais elles peuvent varier. Chacun a son petit micronutriment d'intérêt, chacun a son petit actif intéressant. On va parler des actifs dans un instant, mais auparavant, vous vouliez revenir sur quelque chose d'important, Alexia. Oui, parce que finalement, là, j'étais dans des généralités. Comme je disais, le but, c'était aussi d'être, de dégrossir. Donc, on était pas mal dans les généralités autour du sommeil. Mais maintenant, on a vu ce qu'était la physiologie du sommeil avec ses différentes phases, mais je voudrais rentrer finalement sur le rythme circadien et sur certains éléments qui vont être intéressants parce que derrière, c'est ce qui fait que un actif ou un autre va être peut-être préféré dans la micronutrition. Donc voilà, je voulais revenir sur l'organisme, il a son horloge biologique propre, ça on le sait. Par quoi c'est conditionné cette alternance de jour-nuit, donc le rythme circadien? Ça va être conditionné par rapport déjà à un neuromodulateur qui s'appelle l'adénosine. Donc retenez ce mot. L'adénosine, on entend moins parler versus la sérotonine ou la dopamine, vous en entendez peut-être plus parler, mais c'est aussi effectivement une molécule qui va aller moduler l'action dans notre cerveau et notamment l'accumulation de l'adénosine qui va se faire dans la journée. Elle va aller
inhiber le fonctionnement cérébral pour vous aider finalement à vous endormir. Donc c'est une accumulation. L'adénosine, elle vient d'où ? En fait, toute la journée, votre organisme, il travaille. Toute la journée, nos cellules, elles vont produire de l'énergie, de l'ATP au milieu des mitochondries. Et l'ATP, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'adénosine triphosphate. Donc toute la journée, je fais de l'adénosine triphosphate et comme je vous dis, il va y avoir une accumulation d'adénosine durant la journée qui petit à petit va faire qu'on est fatigué en fin de journée et ça va déclencher le sommeil. Voilà. Je ne sais pas si on a vraiment l'habitude à chaque fois de voir cet angle d'ATP, accumulation adénosine, sommeil. Donc je voulais revenir Pas dessus. du tout, vous voyez, comme quoi c'est important parce que on découvre encore de nouvelles choses et c'est l'important d'une meilleure compréhension qui va expliquer certaines choses après justement quand on dort mal. Bon. Et pour continuer là-dedans. Oui. Pour continuer quand même, avant que je passe à une autre, parce que pour continuer là-dedans, la caféine, on le sait qu'elle va nous aider à rester éveillés. Mais comment ? C'est pas juste un excitant, c'est parce que justement, c'est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. Donc, il va empêcher l'action d'inhibition de l'adénosine. Donc, il va empêcher ce côté qu'on est de plus en plus fatigué et qu'on va avoir envie d'aller dormir. Et la caféine, du coup, c'est un excitant parce que derrière, comme les récepteurs de l'adénosine sont bloqués, et pendant ce temps, il y a tous les neurotransmetteurs excitateurs de l'éveil, acétylcholine, glutamate, qui sont bien présents, d'où son effet dynamisant. Donc je trouve que c'est intéressant de le comprendre. Ah mais c'est passionnant, c'est pour ça qu'on est là sur NutriCast, on vous écoute attentivement. Non mais c'est vrai, décrypter un peu ces mécanismes, c'est top. Voilà, c'est ce qu'on adore. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose ? J'allais dire plus classiquement, c'est la mélatonine dont on entend tout le temps parler. Mais la mélatonine, pour avoir son action, il va y avoir besoin en fait que la lumière diminue. Et donc là, il va y avoir des cellules au niveau de notre œil, au niveau de notre rétine, qui vont être très importantes parce qu'elles vont transmettre l'information lumineuse et donc l'information de jour et de la nuit. C'est ça le rythme circadien, jour-nuit. Et c'est important d'y revenir dessus parce que quand vous allez passer en mode nuit, oui, la mélatonine va alors pouvoir se fabriquer dans votre corps à partir de cette sérotonine, à partir lui-même du tryptophane, mais c'est seulement quand vous avez cette baisse de la lumière. Et là, c'était mon message que je voulais passer par rapport aux écrans. Puisqu'on le sait que maintenant, qu'est-ce qu'on fait le soir ? On est devant cette série, on est avec notre téléphone, on est avec notre ordinateur encore en train de traiter quelque chose. Et donc, on a beaucoup de lumière bleue. Et cette lumière bleue, en fait, elle va empêcher du coup cette bonne transformation de la mélatonine. Donc ça, c'est très gênant en fait finalement. Et c'est déjà une simple habitude de vie, une simple reco d'essayer d'éteindre les écrans en amont pour pouvoir s'aider à ce que notre mélatonine soit mieux sécrétée. Et dernière info, avant qu'on rentre vraiment dans les micronutriments utiles, oui, donc adénosine, mélatonine, mais on a identifié, c'est ça qui est hyper intéressant de toute façon dans la science, mais maintenant sont identifiés une quinzaine de gènes impliqués dans le rythme circadien, donc les cloques, les bémals, paires, kraï, enfin très intéressant, et c'est eux qui synchronisent toutes les fonctions qui sont justement guidées par cette alternance jour-nuit. Et tous ces gènes vont avoir leur expression qui est modulée. Par quoi ? Par justement la lumière qui est reçue par les cellules rétiniennes, par tout ce qu'on vient de voir. Donc c'est important de se dire qu'il va y avoir tout ça qui va rentrer en compte. Et maintenant, une fois que ça s'est posé, entre comment ça se passe dans le sommeil, entre l'enjeu de la mélatonine, de l'adénosine, de ce jour-nuit, voilà, de ces gènes, qu'est-ce qu'on fait ? Là maintenant, voilà, on va aborder la micronutrition et évidemment l'hygiène de vie d'abord, avant tout. Oui, mais alors ça, pour le coup, je vais pas y revenir dessus et je vais vous inviter à aller voir les recos de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, hormis que couper vos écrans 20 minutes avant, et que dis-je, 20 minutes peut-être que ce sera même plus, mais voilà, vous allez, il y a une dizaine de conseils, consultez-les, c'est du classique, je préfère prendre le temps pour les micronutriments. Allons-y, en sachant que j'imagine qu'on va parler de mélatonine. Évidemment, on va parler de mélatonine, mais avant ça, il faut tellement poser des questions, encore une fois, à la personne pour savoir si est-ce que ces troubles du sommeil, ils vont être ponctuels ou chroniques. Parce que ça va pas être la même chose.
Lorsque c'est du ponctuel, on va chercher à aller aider peut-être la relaxation. C'est peut-être un pic de stress, voilà, du décalage horaire, du jet lag. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc, c'est important de poser des questions, encore une fois, pour bien personnaliser la réponse et utiliser les bons micronutriments à bon escient. Même dans la mélatonine, on voit que maintenant, il y a différents types de mélatonine entre celle à libération prolongée et celle en aiguë. Donc, on revient sur ces questions. Si plutôt c'est des troubles qui sont chroniques, ça fait longtemps, on utilise pas mal de médicaments ou d'actifs qui sont en accès libre dans les pharmacies. Donc là, ça va être une toute autre problématique. Il va falloir agir sur les neurotransmetteurs du sommeil qu'on a vu avant, mélatonine. On a parlé mélatonine et adénosine, mais on peut aussi revenir sur le GABA, la glycine. Il va falloir réapprendre à l'organisme à avoir un bon sommeil de qualité et récupérateur. Et ça, ça va être plus long. Il faut être OK avec ça. Donc oui, la mélatonine va être hyper intéressante. J'ai sorti une étude de 2023, une méta-analyse qui regroupait 22 études, plus de 4000 participants, où on se rendait compte que la mélatonine, bien sûr, elle est efficace sur la quantité et la qualité du sommeil en cas d'insomnie. Donc ça, c'est les méta-analyses, c'est fort pour nous. Mais sinon, je vous en ai sorti une autre qui justifie un peu ces 2 mg que vous retrouvez beaucoup dans les compléments alimentaires. Donc étude clinique versus placebo, prise de 2 mg de mélatonine qui a entraîné une amélioration de 23% de la qualité de sommeil et plus de 27% de vivacité le matin. Ça nous dit qu'on a un sommeil qui est plus réparateur. J'aime bien parler de cette vivacité le matin, je trouve ça assez intéressant parce que justement c'est peut-être le problème de quand on a tendance à prendre d'autres types de médicaments. On va se retrouver le matin où on a l'impression d'être encore dans le pâté, excusez-moi l'expression. Dans le pâté. et donc du coup c'est vrai que c'est peu ressenti cet effet-là avec la mélatonine et c'est ça qui va être intéressant, encore une fois, la jeter sur une étude de 2 mg. Donc la mélatonine, oui, c'est une chose aiguë, prolongée, ça va dépendre en fait de votre problématique. Mais on peut aussi miser sur l'organisme et faire en sorte que ce soit lui qui reproduise sa propre mélatonine. Et donc là, le précurseur finalement de la mélatonine, si je reprends les différentes réactions métaboliques, si on remonte la chaîne, ça va être le tryptophane. Le tryptophane va se transformer en 5-HTP, qui se transforme en sérotonine et en mélatonine, à condition que la luminosité baisse. Donc oui, on retrouve de nombreuses études sur le tryptophane, où on retrouve des données sur un endormissement rapide et serein, donc qui peut être utilisé en prévention des insomnies légères. On retrouve aussi des données sur la durée, la qualité de sommeil, et puis ce tryptophane va nous permettre, et le précurseur de la sérotonine, donc du coup, il va avoir aussi cette action un peu relaxante, anti-stress, bonheur, même parfois c'est sur le côté, ça nous évite le grignotage, donc ça reste intéressant. Ça, c'était les classiques. En classique aussi, mais pendant longtemps, moi, il m'a posé problème, c'est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Pourquoi vous a posé problème ? Parce que le GABA, donc c'est un des principaux neurotransmetteurs dans le sommeil, principal neurotransmetteur inhibiteur. Pendant longtemps, en fait, on voyait on ne savait pas et on ne trouvait pas, en fait, ça ne passait pas la barrière hémato-encéphalique. Donc une molécule qui ne passe pas la barrière entre le sang et le système nerveux, en fait, ne peut pas aller nous aider finalement à relaxer, à aller induire le sommeil. Et donc maintenant, on a l'explication. Le GABA, il influencerait la fonction cérébrale via l'axe intestin-cerveau, qui est principalement régulé par le nerf vague. On en parle beaucoup dans plein d'autres domaines. Et c'est comme ça que le GABA agirait. Donc voilà, on est en train de plus en plus de décortiquer réellement le fonctionnement du GABA. Mais donc le GABA, neurotransmetteur inhibiteur hyper intéressant, qui est présent dans à peu près 30% des neurones, qui va contribuer à la relaxation, la réduction du stress, à l'anxiété. On explique de plus en plus, ça y est, comment il fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai du mal quand ça n'est pas démontré par la science. Et donc, il y a notamment cette revue systématique de 2020 qui montrait les effets positifs d'une supplémentation en GABA,
où en fait, elle montrait qu'on avait une augmentation des ondes alpha, de la relaxation, et une diminution des ondes bêta, qui serait signe de l'anxiété. Voilà. Il y a aussi ces 2 autres études cliniques versus placebo de 2015 et de 2016 où sur du GABA, ils montraient la réduction du temps d'endormissement. Et c'est grâce à toutes ces études qui, à la fois, nous permettent d'avoir des données sur ce que ça fait, mais aussi d'aller comprendre la mécanistique, qu'on peut de plus en plus aller affiner le fonctionnement de ces micronutriments. Merci beaucoup, Alexia. Et vous allez terminer, parce qu'on n'a pas parlé de phyto. Ah, toujours la phyto, Fabrice. Effectivement, moi, je suis bercée dans le monde des acides aminés puisque j'ai toujours adoré cette partie-là de biochimie, du coup, à la fac. Donc oui, parlons quand même phyto. Alors, la phyto, moi, si je devais... Alors, j'ai envie d'en parler plusieurs, parce que j'ai envie de parler du safran, mais le temps est compté. C'est ça, Fabrice? Oui, le temps. Donc, du coup, si je devais... le choix est dur. En sélectionner un... Là, je partirais sur l'orange, le Citrus sinensis, parce qu'en fait, dans l'orange, vous avez le D-limonène. Cet actif, c'est un terpène. Vous allez le retrouver donc plutôt dans l'utilisation de l'huile essentielle d'orange douce. Et ce terpène est hyper intéressant, encore une fois, pour son côté relaxant, anxiolytique, parce que justement, il va moduler les récepteurs au GABA, dont on vient de parler, mais parce qu'il va aussi jouer sur le côté émotion. Il va induire une sensation de bien-être et ça va nous aider à nous endormir. Et il agit aussi sur la disponibilité de la sérotonine et sur les récepteurs à l'adénosine. Donc il est assez multifactoriel parce que là, rien qu'avec le Citrus sinensis, j'ai parlé donc l'huile essentielle d'orange douce, j'ai parlé de GABA, j'ai parlé d'adénosine, j'ai parlé de sérotonine. Donc c'est pour ça que je choisirais celui-ci. Mais finalement, il y a encore d'autres actifs qui peuvent être intéressants dans le sommeil. Tous ces actifs, ils ont réellement une légitimité, ils ont des données. Donc, ce qui compte, c'est posons les bonnes questions finalement. Posez-vous les bonnes questions pour aller voir si vous en avez besoin ponctuellement ou plutôt dans la durée. Essayez de voir aussi peut-être des synergies de ces compléments parce que ça se complète bien hein, et on a des études là-dessus. Mais bien sûr, pour vous accompagner là-dessus, parce que c'est pas toujours simple, demandez conseil en pharmacie ou à votre professionnel de santé. Vous savez que Pollux il ne vous aime pas du tout. Pollux, non, au contraire, il vous adore parce qu'il dit mais à chaque fois qu'Alexia est là, je n'ai même pas besoin de m'exprimer, donc il prend du bon temps. Merci beaucoup de prendre toutes ces précautions réglementaires et de nous avoir partagé ça sur le sommeil. Alors maintenant, on a une idée un peu plus précise de ce qu'on peut essayer ou pas accompagner notre professionnel de santé, mais voilà, le sommeil, pensez-y et si vous avez envie de partager aussi cette émission, eh bien vous n'hésitez pas, faites-le, partagez. Si vous avez des gens qui dorment mal autour de vous, qui se posent des questions, allez-y, partagez au plus grand nombre et n'oubliez pas de vous abonner à NutriCast si vous nous écoutez sur la plateforme, comme ça voilà, vous ne raterez rien de toutes ces émissions. Le podcast est aussi dispo sur Nutri Radio. Au revoir Alexia. Au revoir, merci beaucoup. Et on se retrouve très vite.